Il y a 2 jours, j'étais tranquillement installée ici en train de réaliser une vidéo passionnante sur la sexualité. Et puis, le lendemain, j'ai pris ma voiture pour aller la décrasser sur l'autoroute. Parce que le garagiste m'avait conseillé de rouler à 130 pendant au moins un quart d'heure pour la décrasser. Je suis partie, j'ai embarqué. Et vous savez, on a une existence sur ce plan matériel qui peut paraître parfois ordinaire ou banale. Mais il se passe d'autres choses dans d'autres dimensions auxquelles on n'a pas accès, mais auxquelles on a de plus en plus accès quand même. Et alors que j'étais embarquée dans mon vaisseau spatial, avec ma chienne à l'arrière, mon copilote, à un moment donné, je me suis arrêtée sur une aire et j'ai regardé dans mes notifications, il y a une vidéo qui venait d'être publiée de la chaîne BDM Diffusion. Alors j'ai cliqué dessus, puis je suis tombée au hasard sur un extrait, sur un passage d'une conférence filmée de Bernard, et j'ai reçu comme une onde de choc. Alors le passage sur lequel je suis tombée, il parlait de sexualité. C'est toujours des synchronicités avec les vidéos de Bernard, je sais, c'est quand même assez étonnant. Mais ce qui était intéressant dans le passage, c'était sa posture et son regard, que j'avais jamais vu en fait. Parce que tous les enregistrements que j'avais écoutés avant, c'était simplement sa voix. Et une fois, j'avais écouté un ami, son meilleur ami français, mais j'ai oublié son nom. C'était sur la chaîne de David Lévesque, si je ne me trompe pas, et je n'ai pas retrouvé, parce qu'elle date déjà un petit peu. Mais je me demande si son ami ne s'appelait pas David, justement. David ou Michel. Bon, bref. Et donc son meilleur ami français expliquait qu'il ne pouvait jamais regarder Bernard dans les yeux. Donc je précise qu'il a vécu avec, enfin il l'a connu de très près, dans l'intimité. Il disait qu'il ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Quand j'avais entendu ça, j'avais trouvé ça vraiment étrange, quoi. Il disait que il ne pouvait pas le regarder dans les yeux parce que dans ses yeux, il n'y avait rien qui se reflétait. Alors vous savez, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme, les fenêtres de l'âme. Dans les yeux d'une personne, vous voyez se refléter son être, son âme. Quand vous tombez amoureux d'une personne, vous tombez amoureux de son âme, de son être, de ce qui transparaît à travers la personne dans ses yeux. Et moi, je perçois le monde depuis justement le monde de mon âme. C'est-à-dire que quand je regarde le monde, j'ai comme une projection depuis mon monde intérieur, qu'est le monde de mon âme. C'est pour ça que je suis encore dans un film, quelque part. Quand j'aborde le sujet de la sexualité, j'ouvre les portes de mon imaginaire fantasmagorique et je me laisse aussi inspirer par mon propre esprit. Il n'y a pas que mon âme, il y a aussi mon esprit, parce que ce que je dis n'est pas purement délirant. Il y a aussi des données concrètes, voire peut-être artistiquement scientifiques, tout du moins intuitives, qui viennent aussi d'ailleurs. Je le sais, ce n'est pas que mon âme, mais c'est aussi beaucoup mon âme. Mais dans les yeux de Bernard, c'était tout noir. Et je vais vous donner une image qui n'est peut-être pas très jolie, mais en fait, Bernard, ce que je me suis rendu compte dans la vidéo, c'est que c'était un trou noir sur pattes. Bernard, ça a été l'incrustation d'une atemporalité
dans notre temporalité. Je le dis comme ça, mais bien sûr, je ne veux absolument en aucun cas nourrir aucune forme de fantasme ou d'idolâtrie. C'est très important. Et d'ailleurs, il ne nourrissait aucune forme d'idolâtrie. Quand il voyait une personne qui venait vers lui avec des yeux écarquillés en admiration, il l'envoyait chier, mais d'une force inimaginable. Dans le noir de ses yeux, où rien ne se reflète, ce ne sont pas les yeux noirs des démons, là, comme on peut voir dans les films d'horreur où les yeux sont tout noirs. Ça n'a rien à voir ça, parce que ces yeux noirs-là, ils reflètent la noirceur. Ils reflètent le vide. Là, c'est même pas un reflet, c'est directement le trou noir. Je le regarde, quand je regarde cet extrait que je vais vous mettre, et vous verrez, bon, ce qu'il dit n'est pas en soi très intéressant. Mais comme toujours, c'est la vibration qui compte. Et bien, dans la vibration et dans ses yeux, ce que je perçois, c'est de la haine. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, avec les standards, les censures et tout, contre la haine et tout, on ne peut pas comprendre ce que c'est vraiment que cette haine-là. Ce n'est pas une haine contre les autres, contre l'humain. C'est une haine contre ce qui est contraire à la vie. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter le truc. Ce qu'il appelle la haine des forces. La haine contre l'invisible, contre ces forces involutives qui sont là pour empêcher et retarder l'évolution de la conscience individuelle. Sa vibration à lui, et comme je disais, il était lion ascendant lion, donc feu ascendant feu, elle était imprégnée de la haine de ces forces-là. Et il n'était pas là pour discuter, il n'était pas là pour jazzer, il n'était pas là pour argumenter. Il était là pour pénétrer, pour faire des trous dans la couche de cette non-vie. Il était là pour être un trou noir dans cette linéarité d'illusion. Il était là pour perforer la couche. Le trou noir, il est perforant. Il n'était pas là pour faire peur. Et c'est ça qui a, en plus de ça, qui m'a en plus de ça créé une sorte d'onde de choc, c'est que c'est pénétrant, c'est puissant, mais ça ne fait pas peur. Il n'y a même pas d'émotion. C'est même pas « Oh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Oh, c'est puissant, oh, c'est beau, oh, c'est touchant. Oh, je me sens vibrer dans mon cœur. » Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'émotion. C'est propre. C'est pénétrant et percutant. Et direct. Quand Bernard parlait, il entrait en transe. En transe de cette vibration. Cette vibration tout imprégnée de la colère du feu primordial. On dit comme ça, oui, ça donne envie de l'adorer et de l'idolâtrer. Mais la chose la plus étonnante, c'est qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Il n'y a aucune appréciation subjective à avoir. Quand il parlait, il entrait en transe. Et son trou noir s'agrandissait. Désolée pour l'image, ou la connotation sexuelle qu'il pourrait y avoir derrière. Et je vais faire une petite parenthèse humoristique parce que il y a, je ne sais plus, c'était quelques mois, des scientifiques avaient prétendu photographier un trou noir. Bon, moi, ça m'avait fait mourir de rire. Et puis, il y avait eu des quantités de détournements là-dessus qui étaient assez croustillants. Photographier un trou noir,
photographier le cœur du cœur de l'atome en expansion d'elle-même, en sachant que toi-même tu es une partie intégrante de ce tout, de cette matière en expansion, parce que tu es toi-même composé de tous ces atomes, et que à partir du moment où tu observes quelque chose, tu modifies ce que tu observes, et tu voudrais prendre ça en photo, donc figer un truc qui est infigeable, puisque c'est de la pure expansion. Ce serait genre l'origine du Big Bang, là, ce qu'on appelle le Big Bang, ce serait ça, le trou noir. Et ce serait constamment on serait constamment en Big Bang, en fait. Je suis en train de me faire harceler par le chat, qui veut absolument rentrer. Image, c'est un écran, une image. C'est un voile, une image. C'est une séparation illusoire entre un objet et un sujet. C'est une aberration, une image. C'est une création, c'est un objet mental qu'on matérialise dans ce monde par le biais d'un artefact. Mais ça n'est pas réel, une image. Donc des scientifiques ont créé une image de trou noir. Alors après, je peux par contre comprendre le besoin de l'homme de se créer des supports, donc l'image par exemple, des supports pour pouvoir justement accepter la réalité de quelque chose, donc accepter la réalité du trou noir en passant par une image. Mais bon, de là à aller faire des émissions là-dessus avec Jamy qui t'explique que c'est bien un trou noir qu'on a photographié, ou quand tu vois l'image, tu vois plus un enfant de 5 ans qui a fait un flou gaussien sur Photoshop, tu te dis, il faudrait quand même arrêter de nous prendre pour des cons. Mais bon, moi ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler parce que je me rends compte qu'on est des enfants, quoi. On est encore des enfants. On est des enfants qui faisons mumuse. Tant qu'on est dans ce monde de l'âme, tant qu'on est dans ce monde de l'âme, le monde des expériences, de la fantasmagorie, du rêve, de la projection, on est des enfants. Moi-même, je suis une enfant. Et je sais, par exemple, mon travail, à mesure que je parle, je prends conscience de plus en plus de mon travail et des informations, des messages aussi que je suis venue faire passer. Notamment le message que l'âme, qu'on pourrait en fait représenter de plusieurs manières, mais à l'instant T, là en ce moment, et en relation à mon sujet que je vais aborder tout à l'heure, à savoir la sexualité, l'âme pour moi c'est le corps de désir. L'âme n'est que désir, l'âme est désir. C'est le désir qui nous a amenés à nous incarner. C'est le projet de notre âme, c'est le désir, l'impulsion de base de notre âme. L'âme est magnétique, l'âme entre en magnétisme, en attraction avec les forces extérieures. Donc, ça commence par du désir, après ça peut aller vers de la prédation, puis après ça peut aller vers de l'attachement plus puissant, puis après ça peut aller vers de la possession, de l'emprise totale, se laisser posséder intégralement par des forces extérieures. La possession, ça va jusque-là et ça commence par le désir. Et ça c'est le projet, ça c'est l'identité même de l'âme. Et moi mon message, parce que c'est aussi contenu dans mon nom, on est programmé. Dans mon nom, il y a âme. Et j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Je suis venue dire que l'âme n'est point pécheresse. Point pécheresse, et j'utilise volontairement un vocabulaire un peu moyenâgeux, elle n'est point fautive, elle n'est point souillée. L'âme est pure. Elle est venue aussi ici s'incarner pour se purifier, pour se débarrasser de toutes les blessures de culpabilité. La culpabilité, c'est l'impureté. C'est pas la sexualité qui est impure, c'est la culpabilité qui est impure. C'est toutes ces peurs, toutes ces craintes, la crainte même de la souillure, ça c'est de l'impureté. Mais dans l'absolu, l'âme est pure. Ce corps de désir qu'est l'âme, c'est pur. Revenons à Bernard. Bernard, le trou noir.
Bernard ne pouvait pas supporter la vibration du rire, trop longtemps. Parce que dans la vibration du rire, et d'ailleurs Richard Glenn, il rigole très souvent, et puis dans son public, quand il faisait des conférences, ça rigolait beaucoup. Ça rigolait beaucoup. Parce que les humains ordinaires, comme moi par exemple, moi je me considère comme une humaine ordinaire, même si, bon, du point de vue de mes voisins ou peut-être de ma famille, je ne suis pas tout à fait ordinaire, mais ça reste une perception subjective. Le rire est un moyen de supporter l'onde de choc. Parce que quand tu rigoles, tu expulses une énergie contenue, un feu. Tu expulses ton feu sur une certaine fréquence, sur une certaine vibration. Lui, son feu, il ne l'expulsait pas par le rire, il l'expulsait par la transe de sa propre vibration de colère du feu primordial. Donc il a une façon de se tenir comme ça, une façon de parler qui peut paraître très dure, voire très orgueilleuse, très autoritaire. Moi, quand j'ai montré un extrait à ma mère, elle dit « Oulala, c'est quoi ce bonhomme-là » Oui, oui, bien sûr, pour un mental ordinaire. Mais pour une personne qui est simplement dans le non-jugement et à l'écoute de la vibration, c'est pénétrant. Dans cette salle 702, suivant la démarche du supramental, voici Bernard de Montréal. Et vous allez comme ça. C'est ça, je vais toujours faire ça. Le but de ce que je fais n'est pas dans le but de faire quelque chose. Regardez la circularité de la réponse. Le but de ce que je fais est dans le but de ne rien faire pour vous. Excepté vous faire sentir par vibration ce que moi je vis par contact. De sorte que vous puissiez éventuellement, par vibration, sentir, savoir la même chose, en passant par des épreuves parallèles, s'il le faut. Les gens sont assoiffés d'occultisme et d'ésotérisme, les maîtres du monde et la maîtresse des maîtres du monde. Imaginez-vous si quelqu'un un jour pouvait écrire un livre sur les maîtresses de la sexualité des maîtres du monde. Ça se vendrait comme ça. C'est normal. L'homme est assoiffé de sensationnalisme. Si quelqu'un un jour arrive et trouve d'une façon assez probante le nom de la maîtresse du Christ, là on va faire toute une histoire. Ça va faire parler des langues. Et ça va faire pleurer des sœurs. Je laisse.